Moi, je voudrais déjà revenir sur cette notion de banalité du mal. Vous mettiez en avant la manière dont, dans cette manière de contrevenir vraiment aux principes éthiques les plus fondamentaux, on a de se représenter l'autre. Hein. Vous dites hein, non seulement comme remplaçable, mais même superflu. Je voulais vous interroger sur la manière dont cette représentation affecte les conduites de ceux qui finalement promeuvent ou du moins l'incarnent, voilà, puisque dans bon, la représentation que je me faisais de ce concept, hein, je voyais aussi beaucoup ce qui relevait des conduites, des comportements, hein, par-delà la dimension représentationnelle. Ça serait une première question que je vous poserais. La deuxième idée, donc ce renversement donc, du principe moral fondateur des stoïciens, repris par Descartes, donc changer l'ordre du monde tel qu'il est convoqué et construit à travers les institutions plutôt que ses désirs. Alors moi, ça me questionne parce qu'il me semble que c'est intéressant de prolonger justement cette notion de désir en disant désir de. Parce que je pense que dans la pensée de Arendt, il y a certains désirs sur lesquels on peut quand même se questionner et d'autres sur lesquels on le peut moins, voire il ne le faudrait pas du tout. Est-ce qu'il s'agit de tous les désirs, de n'importe quel désir, de certains désirs particuliers, ceux qu'au fond il faut impérativement défendre pour que l'autre puisse exister dans la plénitude de son existence hein, en tant qu'humain au sens propre. Voilà, donc ça c'est ma seconde question. Troisième idée, c'est quand même une réflexion la plus générale sur le fonctionnement de la société qui peut intégrer ce qui relève du monde du travail, mais qui le déborde, autour finalement de la façon dont on peut interpréter, interroger peut-être ce que fait le néolibéralisme triomphant finalement à nos organisations sociales en termes de eu égard à cette catégorie justement du totalitarisme sur laquelle Arendt a beaucoup réfléchi. Ça m'intéresserait que vous nous expliquiez un peu plus la différence que vous faites entre totalitarisme et j'allais dire rationalité totalitaire. Évidemment, je vois bien dans quelle direction vous allez, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'analyser avec vous dans quelle mesure cette frontière, au fond, n'est pas déjà très poreuse. Hein, parce que là, vous laissez entendre qu'il y a une distinction. Merci beaucoup. Alors, concernant la première question, hein, quoi la banalité du mal affecte-t-elle ceux qui la commettent? Cliniquement instruits, ces effets étaient pensés en termes de souffrance éthique. On ne peut pas imaginer, même au nom de principes logiques transcendant le pathos et les valeurs éthiques, que cela n'affecte pas celles et ceux qui prennent ces décisions, même sur fond de mise en œuvre de stratégies de défense. Une stratégie de défense, d'insensibilisation, dont un exemple pouvant être cité serait celui du courage viriliste. On s'est longuement penché hein, sur les écrits d'Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. L'une des conclusions qui ressortait, ces personnes ne souffraient pas ou mettaient du temps à décompenser, c'est qu'elles étaient normopathes. La pathologie de la normalité. Eichmann tend à avoir servi uniquement fait son devoir. Il a la conscience tranquille. L'analyse d'Hannah Arendt et de Christophe Dejour, enfin de la psychodynamique du travail, permettent, du point de vue philosophique et du point de vue clinique, de mettre au jour des éléments sur les degrés d'affectation possible, donc je préférerais m'en tenir ouverture hein, de la nécessité d'un croisement disciplinaire. Alors la deuxième question, les désirs. Les stoïciens pensaient le seul désir valant d'être cultivé était celui de l'amour du destin. Vouloir intentionnellement ce qui m'arrive. Les désirs dont parle Descartes, ce sont les passions non généreuses. Être résolu
à faire le meilleur. En présence d'un accès possible au meilleur, préférons souvent le pire. Que fait-on lorsque nous ne désirons pas le meilleur? Nous sommes en état d'acrasie. L'acrasie, c'est la privation de force. En psychanalyse, on dirait que c'est l'emprise de la pulsion. La différence entre système totalitaire et néolibéralisme. Pierre Dardot, Christian Laval, Achille Mbembe considèrent que depuis un certain nombre d'années, nous sommes entrés dans une phase de dédémocratie, de sortie de la démocratie. D'autres comme règne de la face nocturne de la démocratie. Pour en venir aujourd'hui, Marcuse analyse plutôt le complexe technologie-domination qui engendre une société rationnellement totalitaire. Mais rationnellement totalitaire, ça veut dire invisible en tant que société totalitaire. Peut-on apparenter le néolibéralisme à un totalitarisme? La spécificité du néolibéralisme, c'est peut-être un degré d'ingéniosité autre, tandis que le totalitarisme prospère sur la confusion entre fiction et réalité. Le néolibéralisme développe un autre rapport à la réalité. C'est plutôt une logique non plus confusionnelle, mais de travestissement. Dans le régime totalitaire, la question de la vie, elle est posée en tant qu'objet de menace. Dans le néolibéralisme, la vie, elle se loge dans le pli de la mort. La première remarque, c'est sur la difficulté à comprendre la banalité du mal dès lors que cette banalité s'inscrit dans un quotidien segmenté qui ne relève pas spécifiquement dans chacun de ces segments d'un mal, sauf peut-être au début dans ses intentions et à la fin dans sa réalisation ultime. Et la responsabilité individuelle, de ce fait, me semble toujours surdéterminée par des appartenances et des influences à la fois collectives puis institutionnelles qui rendent difficilement perceptible cette responsabilité et la compréhension de participer à un mal. Ce qui relève de l'éthique individuelle, dès lors qu'on a une conscience individuelle de cette potentielle banalité du mal, peut-être un retour à ce qu'on appelle les interdits anthropologiques, l'interdit du meurtre, l'interdit de l'inceste, l'interdit du parasitage, en d'autres termes, ce qui permet d'être innocent, de ne pas nuire aux autres, et puis peut-être aussi en lien avec des obligations anthropologiques, celle-ci maussienne, le fameux donner, recevoir, rendre, la triple obligation qui fait que de ce fait, on ne fait pas de mal aux autres, on n'est pas dans la banalité du mal. La deuxième remarque, c'est sur la spécificité des types de violences qui a été abordée, notamment autour de l'idée de violence totalitaire. Il y a plutôt dérive quasi naturelle des positionnements, quelque chose de l'ordre du totalisant plus que du totalitaire. Et que ce totalisant, en fait, est en lien avec les valeurs initiales et les missions des institutions. La troisième remarque, c'est autour de la question de la crise, parce que me semble-t-il, chez Hannah Arendt, la crise est un moment qui est riche de potentiel, de potentialité. Et donc, en fin de compte, une crise, c'est l'occasion pour des individus au sein d'un collectif et au sein d'une institution de se poser des bonnes questions au regard d'une notion clé chez Hannah Arendt qui est la responsabilité. J'ai bien compris dans vos analyses que, au fond, vous envisagez aussi beaucoup la violence du point de vue de celui qui violente comme étant, au fond, une violence exercée à son encontre. J'ai un tout petit peu de mal à bien saisir, au fond, l'articulation qui est la vôtre entre des dimensions qui sont, au fond, assez psychanalytiques, hein, qui touchent effectivement à la clinique et à l'analyse, et les dimensions éthiques. Je pense que cette articulation, à mes yeux, elle est importante parce qu'elle engage aussi quelque chose par rapport à l'éducation, justement.
articulation entre dimension clinique et dimension éthique. En fait, vous pointez à juste titre un maillon faible de la réponse apportée par l'analyse du clinicien sur ces phénomènes politiques. Une certaine confusion entre morale et éthique apparaît. On reste prisonnier effectivement d'un schéma moral. Le surmoi en tant qu'échec du surmoi. Le surmoi aurait échoué à empêcher la rupture de la digue morale. La question que je me pose, la clinique du travail, en reprenant le concept de mal, ne passe pas à côté de l'enjeu éthique. Qu'est-ce que l'éthique? Ce n'est pas la définition de ce qui est mal en soi ou bien en soi, mais ce qui m'affecte positivement ou négativement. C'est une vraie question. La deuxième, la responsabilité difficilement perceptible, je suis complètement d'accord. Quand on parle de responsabilité, oui, la segmentation qui permet justement de, comment dire, l'empêchement d'une intelligibilité globale ou d'une perceptibilité, je ne sais pas comment le dire, qui, à mes yeux, cette segmentation serait, ça Hannah Arendt n'en parle pas, serait accentuée par les effets sur l'organisation du travail et la subjectivité du régime d'historicité dans lequel nous vivons, le présentisme, le court-termisme, si vous préférez, l'enfermement dans un éternel présent, et qui, comment dire, qui segmente effectivement, qui ne peut qu'avoir des effets à ce niveau. Simple hypothèse, voilà, ce serait dans cette direction que je serais tenté de vous répondre. Et puis la troisième et dernière question, que j'avais annoncée moi-même comme intitulée de mon intervention, la question de la crise que nous n'avons pas encore vraiment abordée. Je suis évidemment absolument d'accord. Oui, la crise dont Hannah Arendt révèle toutes les potentialités créatrices. Bien sûr, crise de l'autorité, de l'éducation, qui sont là pour nous aider à renouveler l'être au monde. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, si vous me permettez. Au fond, il y a un lien entre la crise et puis justement l'accouchement, la naissance au monde. Au fond, on peut faire un parallèle en fait sur trois plans. Le lien avec finalement l'enfantement comme crise de surgissement du nouveau, et aussi la révolution, en fait, qui est une manifestation de la crise avec toutes ces potentialités créatrices, même si, comme dit Arendt, la plupart d'entre elles sont vouées au désastre. Mais voilà, dans le principe, on peut faire un lien. Voilà, avec voilà. Oui, la naissance, bien sûr. Alors ça, c'est fondamental par rapport à l'éducation, la question de l'éducation. Et puis, on pourrait dire aussi la mort, selon Schopenhauer, qui, selon Schopenhauer, est le moment où les forces les plus secrètes ayant agi au cœur de notre vie entre subitement en action, de sorte que la mort est un jugement, une crise. Au sens étymologique. Oui. Je voulais réagir et ça nous permettra de passer à la deuxième phase avec l'entretien avec Valérie par rapport à la question des déterminations, puisque dans tout ce qui est abordé là, nous situons à deux niveaux d'une certaine manière. Je réduis le niveau individuel, de production individuelle et de responsabilité individuelle, et le niveau social, large, organisationnel, avec l'importance et la prégnance de l'organisation, quand je dis organisation sociale. Et savoir par où on peut prendre, en quelque sorte, le
le travail, mettre au travail? Est-ce qu'on commence par l'individu? Est-ce qu'on commence par l'organisation? Est-ce que l'on travaille sur la capacité réflexive de chaque individu pour une meilleure prise de responsabilité au regard de son parcours? Est-ce que l'on travaille d'abord sur le champ organisationnel? Quelle est l'entrée la plus juste et peut-être la plus efficace d'une certaine manière si l'on veut parvenir à l'expression des individualités? Donc on est au niveau d'un choix qui est un choix politique aussi, un choix social, un choix idéologique. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'abordera en partie Valérie tout à l'heure, du fait du travail que vous avez mené. On va le découvrir. Si vous voulez bien, nous pouvons clore ici. Est-ce que vous souhaitez dire 2-3 mots rapidement, enfin quelques éléments en guise de conclusion pour cette phase avec Éric Amraoui? Alors, Valérie. Moi, j'ai déjà beaucoup parlé, mais voilà, je me suis beaucoup adressée à Éric. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que bon, quand même, l'approche de Arendt, c'est une approche qui quand même questionne la place ou l'importance des déterminations. Bon, je vais travailler sur la thématique de la liberté. Ce qui m'a quand même, en fait, ce qui m'intéresse, alors peut-être que vous allez me contredire là-dessus et ça sera avec grand plaisir si je me trompe et que vous me rétablissez dans plus de justesse. Ce que je trouve, il m'a semblé qu'il y avait une forme de tension entre effectivement ce qu'elle peut dire des structures politiques et comment ces structures politiques peuvent finalement affecter les individus et contester, j'allais dire, ce qu'on pourrait qualifier d'ordre humain. Et d'un autre, finalement, un regard sur l'homme qui, pour essayer de le saisir, hein, par-delà toute tentative de circonscrire la nature humaine, puisque c'est justement un effort qu'elle récuse, hein, tend quand même à le faire apparaître comme un champ des possibles, comme essentiellement possibilité, et de ce fait indétermination. Et cette tension, je la trouve très intéressante parce que la plupart du temps, dans les pensées politiques, on n'est pas dans un tel écart. Hein, voilà, au fond, on pense un homme en lien avec des structures politiques qui peuvent le produire. Et cet écart, cette tension, je la trouve intéressante. Voilà, je pense que voilà, c'est quelque chose que je trouverais intéressant à penser. Et pourquoi j'ai cette idée en tête? Parce que justement, vous êtes clinicien, vous êtes finalement très marqué par quand même un rapport à l'homme qu'il envisage à travers, comme vous le disiez il y a quelques minutes, tout un ensemble de déterminismes. Alors, est-ce que vous avez la sensation est-ce que vous pensez que cette tension que j'expose, elle est pertinente ou pas? Et qu'est-ce que ça vous évoque? Voilà, ça serait finalement la dernière réflexion, dernière bouteille à la mer que je lancerais, parce que voilà, c'est quelque chose qui m'a frappée en lisant justement ces derniers temps Hannah Arendt. La tension entre la tension, si vous voulez, entre une conception de l'homme qu'il envisage vraiment comme un champ des possibles, donc fondamentalement en rapport avec de l'indétermination, et ce regard porté sur les sociétés qui, au contraire, peut mettre en avant une structure qui va considérablement peser ou affecter l'homme. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette tension, elle n'est pas commune chez les auteurs qui réfléchissent à la politique, parce que bien souvent, l'homme est à l'image des structures politiques qu'ils analysent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Spontanément, je serais tenté, en termes philosophiques, de vous répondre en disant que Hannah Arendt,
l'une des raisons de la vitalité de la pensée de Hannah Arendt, c'est de se situer entre Aristote et Heidegger par certains thèmes, pas uniquement bien sûr, parce qu'il y a Hannah Arendt en tant qu'autrice propre, hein, mais l'un des ferments de sa pensée, c'est ça. Autrement dit, l'opposition entre l'ouverture au champ de la contingence et des possibles, Aristote, la praxis, c'est ça. Oui, tout à fait. Hein, c'est l'investissement de ce champ, mais la praxis n'est pas la seule. Il y a la techné et la poiesis. Et puis, une conception destinale de la techné, de la technique. La technique comme destin. La technique qui, dans son essence, ne se pose pas la question, enfin, l'humanité technicienne ne se posant pas la question du possible, mais celle de la réalisation, ou plus exactement de la réalisation du dévoilement de l'être en retrait du monde. La fonction de la technique serait moins de réaliser la réalisation d'un possible émancipateur que de la quête de l'être en retrait des choses et du monde. Hein? Alors, c'est un peu comme ça. Alors, que fait-on politiquement avec ça? Voilà, je ne sais pas, mais je trouve que la vitalité de la pensée il me semble ressentir ce rapport au destin, au destinal, dans la pensée de Arendt, dont la visée, comme vous le soulignez très bien, est émancipatrice, d'où l'importance qu'elle accorde au concept de liberté dans tous les cas de figure qu'elle explore. Éducation, culture, autorité, voilà. Enfin, je ne sais pas si je vous ai répondu de façon adéquate.